De l'épée du légionnaire romain jusqu'au cale des navires négriers, notre économie mondiale s'est construite sur des fondations pour le moins complexes et souvent très brutales. Alors, comment est-on passé d'un monde à l'autre? C'est le voyage qu'on entame aujourd'hui pour essayer de décrypter l'ADN de notre système capitaliste. On ne parle pas ici d'une simple évolution, attention. Non, c'est une série de ruptures, de vraies révolutions. Et notre point de départ, c'est un empire qui a défini l'économie occidentale pendant un millénaire. Premier arrêt, donc, l'Empire romain. Pendant plus de 1000 ans, Rome a totalement dominé le bassin méditerranéen. Elle a créé ce que l'historien Fernand Braudel a appelé une économie monde, un système économique presque autonome qui dictait les règles du jeu pour des millions de personnes. Mais qu'est-ce qui faisait tourner cette incroyable machine? Pour comprendre Rome, il faut d'abord regarder la terre. C'était une économie fondamentalement agraire, c'est simple. 4 personnes sur 5 étaient des paysans. Et attention, posséder un lopin de terre, ce n'était pas juste une question de survie. C'était la clé de la citoyenneté, le fameux droit de participer à la vie politique. Et ce qui est fascinant, c'est que la croissance économique de Rome était directement branchée sur son expansion militaire. La conquête, ça ramenait des terres, des richesses et surtout de la main-d'œuvre. Les prisonniers de guerre devenaient des esclaves. Ces esclaves cultivaient les nouvelles terres et cet argent, il finançait la machine de guerre pour de nouvelles conquêtes. Un cycle redoutable. La guerre nourrissait l'économie, et l'économie nourrissait la guerre. Mais ce système, il avait une conséquence majeure. Parce que malgré leur génie en ingénierie et en architecture, on pense aux aqueducs, aux routes, les Romains ont très peu innové dans les techniques de production. Logique en fait. Pourquoi inventer une machine pour économiser du travail quand on dispose d'une source quasi inépuisable de main-d'œuvre gratuite et forcée? La chute de Rome a laissé un vide immense. Pendant presque 1000 ans, l'Europe a un peu tâtonné. Pour qu'un nouveau système économique puisse voir le jour, il ne suffisait pas de nouvelles technologies ou de nouvelles routes. Non, il fallait une révolution bien plus profonde, une révolution des mentalités. Et ça, c'est le grand chantier de la Renaissance. Il faut essayer d'imaginer le basculement. On passe d'un monde où la vérité se trouve dans des livres anciens sacrés à un monde où on la cherche en regardant les étoiles à travers un télescope. C'est la révolution de Galilée, de Descartes. L'idée, ce n'est plus de croire, mais de vérifier. L'ère de la foi cède petit à petit la place à l'ère de la raison. Et cette révolution, elle est aussi religieuse. Le sociologue Max Weber a avancé une thèse qui est devenue célèbre. La réforme protestante aurait créé un esprit du capitalisme. Pour faire simple, là où le catholicisme condamnait l'enrichissement personnel, certaines branches du protestantisme, elles, le voyaient comme un signe de la faveur de Dieu. Le travail acharné et l'épargne devenaient des vertus. Ça a créé une éthique très favorable à l'entreprise et à l'investissement. Cette phrase célèbre d'Isaac Newton, elle résume parfaitement ce nouvel état d'esprit. L'idée de progrès, l'idée de construire sur les connaissances de ceux qui nous ont précédés pour aller toujours plus loin, voilà, elle est née. C'est ce terreau intellectuel qui va permettre les grandes révolutions économiques qui arrivent. Avec ce nouveau logiciel mental, l'économie change complètement d'échelle. On entre dans l'ère du capitalisme marchand. Pour la toute première fois, les États ne se contentent plus de prélever des impôts. Non, ils deviennent les pilotes de l'économie nationale. L'obsession, ce n'est plus seulement de remplir les coffres du roi, mais bien d'enrichir la nation tout entière. Alors l'idée centrale est assez simple. La richesse d'un pays, on la mesure à sa quantité d'or et d'argent. Mais chaque nation va avoir sa propre recette. L'Espagne, elle, pille l'or du Nouveau Monde. La France de Colbert, elle, développe ses propres manufactures pour ne plus avoir à importer. Et puis l'Angleterre et les Pays-Bas misent tout sur le commerce international avec un but, vendre plus qu'ils n'achètent. Et le moteur de cette nouvelle ère, ce sont les grandes compagnies maritimes. Des créatures un peu hybrides, à mi-chemin entre une multinationale d'aujourd'hui et une armée. Elles rassemblent des capitaux privés gigantesques, mais elles agissent avec l'autorité et la puissance de feu de l'État, notamment grâce au monopole qui leur accorde. Prenons l'exemple de la plus célèbre d'entre elles, la Compagnie néerlandaise des Indes orientales, la VOC. Au sommet de sa puissance, sa flotte privée comptait plus de 100 navires. C'est plus que certaines marines nationales de l'époque. C'était une force commerciale et militaire absolument sans équivalent. Et ce qui est vraiment frappant, c'est que ces compagnies agissaient comme des États. Elles pouvaient lever des impôts, signer des traités et même faire la guerre. Quand le souverain local de Jakarta a refusé à la VOC une base commerciale, la compagnie n'a pas négocié, non. Elle a rasé la ville et elle a construit sa propre capitale à la place, Batavia. Mais cette nouvelle richesse mondiale avait un coût humain absolument effroyable. Parce que derrière les beaux bilans des compagnies maritimes, il y a le vrai moteur de cette économie, l'exploitation brutale du système de plantation coloniale alimenté par la plus grande déportation forcée de l'histoire. Tout ce système reposait sur ce qu'on a appelé le commerce triangulaire. Des navires partaient d'Europe chargés de marchandises. Ils les échangeaient en Afrique contre des captifs
Réduits en esclavage, ces hommes, ces femmes étaient ensuite déportés aux Amériques pour travailler de force dans les plantations. Et enfin, les matières premières récoltées, comme le sucre ou le coton, étaient ramenées en Europe. La boucle tragique était bouclée. L'échelle de cette traite est, c'est presque inconcevable. Les historiens estiment qu'entre 12 et 20 millions d'hommes, de femmes et d'enfants africains ont été déportés de force à travers l'Atlantique. Et ça, dans les conditions d'une brutalité qu'on peine à imaginer. Ce graphique illustre parfaitement la logique économique du système. Il faut être très clair. Ce n'était pas du développement, c'était de l'extraction pure et simple. La quasi-totalité de la richesse produite par le travail forcé n'était pas du tout réinvestie localement. Pensez-y, entre 75 et 80% de la valeur était directement rapatriée en Europe, où elle a servi de carburant à la révolution industrielle naissante. Ce système était encadré par une doctrine qu'on appelait le pacte colonial. C'était une division du travail imposée. Les colonies fournissaient les matières premières à bas prix, et en retour, elles étaient obligées d'acheter les produits finis fabriqués en métropole, souvent à prix fort. Une dépendance économique totale en somme. Au XIXe siècle, on assiste à la fin légale de l'esclavage. Mais attention, on n'efface pas des siècles d'exploitation d'un simple trait de plume. L'abolition n'a pas mis fin aux structures d'inégalité que ce système avait bâties. Son héritage, lui, perdure encore aujourd'hui. L'exemple d'Haïti est particulièrement parlant. Après avoir gagné son indépendance, au terme d'une révolte d'esclaves, une première mondiale, Haïti a été contrainte par la France de payer une dette colossale. Pourquoi faire ? Pour indemniser les anciens propriétaires d'esclaves. Cette somme représentait 300% du revenu national de l'île à l'époque. C'est énorme. Il faut comprendre que, dans la mentalité de l'époque, il semblait normal d'indemniser les propriétaires pour la perte de leur propriété. Au Royaume-Uni, c'est l'État qui a payé la facture. Aux États-Unis, la sanglante guerre de sécession a réglé la question sans compensation. Mais pour Haïti, cette dette de l'indépendance a littéralement étranglé son développement pendant plus d'un siècle. De la Rome antique aux plantations des Caraïbes, ces systèmes ne sont pas de simples chapitres dans des livres d'histoire. Non, ils sont les fondations, souvent invisibles, de notre économie mondiale actuelle. Comprendre ce passé, c'est essentiel pour pouvoir répondre à la question la plus importante, sur quelle fondation, visible ou non, est-ce qu'on est en train de construire le monde de demain ?